Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans ce numéro 71 de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Nous sommes bien entourés, nous sommes réunis à trois, les trois mousquetaires, les trois originaux, les trois hommes qui étaient là au début, qui ont vu La Bête. Il y a Manuelas. Salut Olivier. Il y a Lucien Alflans. Salut les gars. Et bien sûr, Olivier Greenhardt. Oui, bien sûr, moi-même qui suis là pour vous servir. Je suis votre hôte aujourd'hui, même si je vais surtout tenir le crachoir et passer les plats aujourd'hui, autour quand même de 3 bons gros plats de résistance. C'est un peu comme si on avait à la fois du poulet et du sanglier, mais au même repas. Donc nous allons parler aujourd'hui de Adagio de Stefano Sollima. On va parler aussi, attention, bien sûr, de Furiosa, le film de George Miller. Et puis on terminera avec Hitman, le film de Richard Linklater, qui est sorti en Belgique, mais pas encore en France. Non, il sort directement sur Netflix en France. Adagio qui est aussi sur Netflix. En fait, c'est un peu une soirée Netflix. Par défaut. Non, parce que Furiosa est en salle et courez-y, allez-y, puisque apparemment le film ne marche pas très très bien. Et alors qu'on va un peu spoiler déjà notre avis, mais bon, pour nous, c'est un peu quand même un événement cinématographique qu'il faut absolument aller découvrir de toute urgence. Genre, quittez votre travail, lâchez vos enfants au milieu de l'autoroute, vous pouvez aller voir Furiosa pendant ce temps-là. Alors, une bonne émission commence bien sûr par un bon quiz, et aujourd'hui, le quiz s'appelle Quel Sergio ? Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains ? Quel Sergio, puisque bien sûr nous avons ce soir au programme un film de Stefano Sollima, qui n'est autre que le fils de Sergio Sollima, autrement dit l'un des 3 Sergio, puisqu'il y avait donc Sergio Corbucci, c'était Sergio Leone et Sergio Sollima. Alors, c'est comment déjà qu'on dit les films policiers italiens des années 60 ? Poliziesco. Poliziesco. Alors le premier qui dit Poliziesco à la main, il y a 5 questions. Alors, première question, la plus facile. Quel Sergio est crédité au scénario et à la production de Mon nom et personne de Tonino Valeri en 1973. Poliziesco, Sergio Leone. Sergio Leone, bonne réponse de Manu. Lucien, tu es toujours là ? Je suis là. Deuxième question. Quel Sergio a réalisé un ou plusieurs films mettant en scène le duo Terence Hill-Bud Spencer ? Poliziesco, Sergio Corbucci, mais surtout son frère Bruno Corbucci. Sergio Corbucci, c'est une bonne réponse. Père et impair en 1978 et Salut l'ami, adieu le trésor en 81. Troisième question. Tu les as vus ? Non, je les ai pas. Enfin, en fait, quand j'étais gamin, j'ai vu pas mal de Terence Hill, Bud Spencer, mais je sais pas lesquels en fait. Je sais qu'ils y foutaient des baffes. Alors, troisième question. Quel Sergio n'a pas réalisé de péplum ? Poliziesco, Sergio Sollima. Bonne réponse, il est trop fort. Alors, ça fait 3 points pour Manu. Ouh là là, je sens le 6-0 là. Après, pour ma défense, j'aurais dit à chaque fois pareil. Alors, quel Sergio a commencé comme assistant réalisateur de Rossellini ? Poliziesco, Sergio Leone. Non, Sergio Corbucci, c'est une mauvaise réponse. Bon alors du coup, on donne le point à lui. Là aussi, j'aurais dit la même chose que Manu, donc je mérite pas le point non plus. Mais bon, c'est pas grave, ça fait 3-1. Enfin, dernière question, une question piège. Quel Sergio n'était pas un natif de Rome ?
Poliziesco, Sergio Corbucci. Mauvaise réponse, c'était un piège, il n'y en a piège. aucun. Ils sont tous natifs de Rome et tous morts à Rome. Bon, Manuelas a gagné ce soir à plat de couture et il aura donc le droit d'ouvrir cette soirée sur le film de Stefano Sollima, Adagio, dont nous parlons maintenant. Che sei uno da fa? Sono i casini. Sì, d'accordo, l'incontro. Sai un sacco di cose che non dovresti sapere. Un'emozione che ti scoppia dentro. Lo stanno a cercare. Io ho tuo figlio. Après la déception sans aucun remords en 2021, Adagio signe donc le retour en Italie du scénariste et réalisateur Stefano Sollima, auteur notamment de Suburra en 2015, Sicario 2 en 2018 ou encore de la série 000 en 2019. Ce nouveau film commence de nuit à Rome alors qu'un incendie géant fait rage juste à la frontière de la ville et provoque de régulières coupures de courant. On rencontre Manuel, un jeune homme vivant avec un père très diminué qui semble atteint d'une forme de démence sénile. Peu à peu, on comprend que Manuel est surveillé et qu'il doit se rendre dans une soirée privée où il est chargé de photographier un convive dans une position compromettante. Mais Manuel se rend compte qu'il est filmé, il panique, quitte la soirée et se retrouve traqué. Pour s'en sortir, il va faire appel à d'anciens compagnons de son père, dont on comprendra vite le passé dans le crime. Alors, le scénario d'Adagio est coécrit entre Sollima lui-même et Stefano Bizès. Il est interprété entre autres par Tony Servillo, Pier Francesco Favino, Adriano Giannini dans le rôle de l'antagoniste Vasco et Gianmarco Francini dans le rôle du personnage central, donc de Manuel. Enfin, signalons que le film marque les retrouvailles entre Sollima et le chef opérateur Paolo Carnera, qui a aussi signé dernièrement la photographie du Io Capitano de Matteo Gaone. Donc c'est Manu qu'on entend en premier sur ce film. Là, pour moi, c'est un film que j'attendais beaucoup et c'est à la mesure de mes attentes. La seule grande déception, c'est que le film n'a pas connu une distribution sale et on le découvre sur Netflix et pour le coup, on parle dans le programme de 2 films qui sortent avant tout sur les plateformes. Là, le Linklater, lui a une petite sortie avancée en salle chez nous, mais c'est un film qui va aussi sortir sur Netflix. Et là, autant le film de Linklater est pour moi un parfait film de plateforme dans sa forme, autant le film de Sollima pâtit beaucoup à la fois dans son sens du cadre, mais aussi dans son travail vis-à-vis de la temporalité du film, son rythme pâtit quand même beaucoup, à mon sens, d'une vision de plateforme et pas une vision sale. Donc, passer ce petit écueil qui est lié à la distribution du film, c'est un film qui te prend un peu à rebours. C'est peut-être le film le plus personnel de Sollima, puisque c'est le premier film qu'il écrit, dont il est l'auteur original, même s'il le co-signe avec Stefano Bizès. Là où auparavant, il était plutôt connu pour son travail d'adaptation, que ce soit les romans du juge Giancarlo De Cataldo, la série des Romanzo Criminale, dont il avait signé tous les épisodes, le film Suburra, ou même les enquêtes journalistiques de Roberto Saviano avec les séries Gomorra 00. Et pour ainsi dire, c'est un peu sa première œuvre de fiction pure et dure, où l'aspect mythologique, symbolique du récit prend le pas et le dessus sur la vision anthropologique du monde qu'il a dans ses autres films. Et moi, il y a quelque chose que je retrouve particulièrement dans les films italiens de Sollima, c'est l'importance qu'il donne au décor. C'était déjà le cas dans le décor et le contexte de ces films, c'était déjà le cas dans Suburra, avec cette Rome qui était noyée sous les eaux, qui laisse place ici à une capitale romaine qui est ici au bord, comme tu le disais, de l'extinction, qui est régulièrement plongée dans le noir, avec en ligne d'horizon le feu aux portes de la cité. Mais à la différence dans Adagio, le film est teinté d'une vision beaucoup plus, à mon sens, fataliste, en tout cas beaucoup moins romantique et anarchiste que celle qui était à l'œuvre dans Suburra, avec notamment ce climax inoubliable avec Greta Scarano qui choisissait d'une certaine manière de faire table rase du passé, où il y avait plus de négociations qui étaient possibles, où c'était œil pour œil, dent pour dent. Là, le film, tout en étant plus fataliste d'une certaine manière, propose une petite porte de sortie à la toute fin du film. Il y a une vraie idée de rédemption autour de ces trois personnages de mafieux. Il y a cette idée aussi de cette ville qui, dans cette bascule entre la lumière et les ténèbres,
voit les rôles des personnages s'inverser, c'est-à-dire les anciens criminels vont s'acheter une dernière rédemption, faire un dernier baroud d'honneur, là où les hommes de loi vont plonger dans la criminalité pure et dure. Et donc tu as une inversion des rôles, et je trouve qu'il y a une scène qui est superbe au tout début du film. Tu parlais du personnage incarné par Servillo, qui joue le père de Manuel. Il y a cette idée géniale où le personnage est dans son salon en train de faire son Rubik's Cube, et lors d'une des coupures d'électricité, c'est à ce moment-là qu'il arrive à finir son Rubik's Cube. Et ça en dit tellement sur à la fois la caractérisation du personnage, ce personnage qui navigue entre des éclairs de lucidité, ce qu'il a été, et une sénilité totale, et à la fois toute cette intervention des rôles qui a lieu pendant cette nuit, en fait. Lucien ? Je souscris à 200% à tout ce que vient de dire Manu. Alors je vais peut-être emprunter un autre chemin, parce que tu parlais de fantastique. Moi, je trouve que le film a aussi quelque chose à voir avec la structure du film noir. Ici, Sollima a tendance à utiliser un jeune protagoniste pour rentrer dans une narration, mais à s'intéresser tout au long du film presque plus, en tout cas, aux personnages qui peuplent cette narration, je vais dire, à tout ce qui véhicule, de manière très littérale à comment l'homme se meut, l'homme avec un grand H, se meut dans un monde qui brûle. Alors ici, tu en as parlé, Manu, il y a la force plastique dans un premier temps de cet incendie dans la nuit qui est jamais expliqué, mais qui irrigue l'ensemble du film et qui confronte les personnages à leur propre finitude. Eux qui d'une certaine manière peuplent presque comme des fantômes ce monde, cette ville qui n'existe déjà plus, ou pour l'un d'entre eux, le plus jeune, dont l'avenir est presque déjà interdit. Et comme tu le disais plus tôt, comme rarement chez Sollima, la fin peut sembler indiquer que l'avenir appartiendra aux jeunes qui s'inscriront en dehors du monde tel qu'il existe, ou à minima qui essaieront de le changer. En tout cas, elle est plus apaisée que ne l'était celle vengeresse, d'une certaine manière, de Subira. Il y a une forme de douceur dans cette fin, j'ai envie de dire. Mais il y a une forme... Je termine juste là-dessus, mais je suis d'accord, il y a une douceur, la fin est relativement ouverte, mais il y a quand même une âpreté dans cette douceur, c'est un peu doux-amer, quoi, parce que ce qui reste in fine, c'est quand même un protagoniste qui aura provoqué un cataclysme dans sa propre vie, à peu de choses près pour s'offrir un casque Bluetooth, quoi. Et ce qui advient sur la fin, en effet, ouvre les choses un petit peu et laisse l'espace pour une lueur d'espoir, mais il y a quand même une forme d'âpreté dans cet espoir, quoi. Il y a un truc aussi, je trouve très intéressant au-delà de la fin du film, et je pense qu'on va quand même pas trop révéler ce qui est un des dénouements, une des révélations du film, parce que je pense que pour le coup, je suis assez partisan de spoiler à un moment les films, parce qu'un film ne perd pas de sa superbe pour ça, mais je pense qu'il y a quand même un aspect émotionnel qu'on enlèverait au spectateur qui ne découvre pas le film si on dévoilait un des moments clés du film. Juste de dire que c'est un moment pour moi extrêmement fort émotionnellement, et à la fois qui fait tout à fait sens dans ce qu'on disait de cette société vraiment au bord du gouffre, qui est prête en fait quasiment à vendre ses enfants en fait, et sur une vision du monde complètement déliquescente. Mais ce que je trouve très beau, c'est que le film te prend vachement à rebours en fait. C'est un film où les éléments de genre qui sont bien présents sont beaucoup plus en retrait qu'à l'accoutumée, qui obéit à un rythme assez lent, effectivement un rythme adagio, quoi, qui laisse le temps d'installer ces personnages, mais surtout de les révéler progressivement, et avec une structure narrative qui fonctionne un peu à rebours, qui distille des informations au compte-gouttes. Qu'est-ce que fait le garçon dans cette soirée ? Qui sont les gars qui l'observent, etc. Et en fait, il arrive à maintenir une tension tout en restant dans un flou total, d'une certaine manière, sur les motivations des personnages, à part d'une certaine manière les motivations des flics, des personnages qui surveillent le garçon. C'est les seuls qui ont un agenda assez clair, en fait. Le reste des personnages, c'est beaucoup plus trouble, et pourtant il arrive à te maintenir une tension, une attention tout au long du film, avec cette structure narrative qui est loin d'être évidente, en fait, qui est même assez casse-gueule. Il y a une scène qui est assez
représentatif de ce que tu dis aussi au niveau du rythme d'une tension dans un rythme assez lent. C'est une scène qui arrive sur la fin, qui est, je pense, intégralement muette, qui est une course-poursuite qui est vraiment lente, en fait. Où ces personnages qu'on découvre au début, qui observent ce jeune homme le poursuivre dans une gare. Je pense que pendant 5 ou 10 minutes, il n'y a pas un mot qui est prononcé. Et cette poursuite se déroule vraiment extrêmement lentement. En fait, c'est une poursuite qui se passe entre des gens qui marchent un peu à un pas rythmé dans une gare. On voit un peu les points de vue de tout le monde. Il y a même un personnage qui reste debout, fixe, à en regarder un autre pendant des longues dizaines de secondes dans la scène. Et c'est une scène qui est extrêmement tendue et qui, comme tu le dis Manu, a un rythme vraiment détendu. Oui, alors... Vous avez dit beaucoup de choses et vous êtes parti assez vite dans le côté, on va dire, métaphorique du film, et je vais essayer je vais sans doute revenir à des choses qui sont un peu plus pragmatiques. Mais donc, moi je trouve que la mise en place du film est brillante, supra brillante. Tous les personnages sont hyper bien plantés, caractérisés très rapidement, notamment justement le personnage de Manuel. Ouais, voilà, de Manuel, qui est hyper bien présenté là dans le rapport avec ses enfants, et ce thème de la paternité qui parcourt vraiment, central. De Manuel. Non, pas Manuel. Donc le flic qui le poursuit. Le flic qui poursuit Manuel. Vasco. Ouais. Non, le personnage de Vasco, je trouve qu'il est extrêmement bien planté dès le début. Le personnage de Manuel aussi, avec la chanson de rap dans les. Enfin bon, bref, il y a énormément d'idées assez simples pour présenter les personnages de manière supra efficace et surtout très ambivalente. Et au début, c'est pour ça que tu as beaucoup d'infos à digérer d'une certaine manière aussi à ce moment-là. C'est que dans l'intro, à la fois il y a ce rythme, je le dis très lent, mais il y a un sens du détail, le film fourmille de détails qui fait que t'as quand même, tu reçois beaucoup dès l'introduction, quoi. Et ce thème qui parcourt tout le film, qui est la paternité, pas choisi, pas choisi, assumé, pas assumé, manqué, pas manqué, qui parcourt vraiment le film, qui est vraiment central et qui va vraiment être au cœur du film. Tout ceci est vraiment extrêmement bien planté, le danger rampant, la sensation de finitude avec ces plans larges de la ville de nuit avec l'incendie au fond. Enfin, tout ça fonctionne super bien, ça fonctionne du tonnerre. Et toute la première moitié du film, je trouve vraiment assez brillant, et surtout, comme tu l'as dit Manu, la manière de distiller au compte-gouttes certaines informations clés qui te font quelque part réenvisager le récit d'un autre angle, en fait, qui te font en tout cas qui rebattent les cartes des relations entre les personnages que tu croyais avoir saisi, quoi. Et tout ça, je trouve vraiment brillant, et aussi le fait que la boussole morale est complètement éclatée. Et même toi, ton rapport, il y a 3 flics ripoux, on va dire, et il y en a un pour lequel, qui reste, dont Sonima fait bien attention à le garder, on va dire, très ambivalent et très humain, et que tu comprennes vraiment bien ses motivations, etc., etc. Donc, c'est celui presque qui a une position de témoin, en fait, dans l'histoire. Il est très en retrait de toute l'action, en fait. Il observe, c'est celui qui observe les images, qu'on voit rarement dans l'action pure, quoi. Ouais, même si à un moment, il se trouve quand même central dans une scène clé, qui est le moment où Manuel retourne chez lui, ou tente de retourner chez lui. Mais là encore, il observe. C'est vrai, certes. Malheureusement, j'ai un peu plus de problèmes, moi, avec la deuxième partie du film où t'as dit, Manu, tu l'as dit même plusieurs fois, c'est un film qui te prend un rebours. Et c'est vrai parce que il y a ce rythme adagio, mais il y a aussi le fait que tu t'attends quand même à davantage d'action, alors que, comme l'a dit Lucien, c'est plus un film noir qu'un polar. C'est plus un film de personnages qu'un film vraiment hard-boiled, quoi. À la fois, chaque fois qu'il y a une scène d'action qui se déroule,
en termes de topographie, d'idées de mise en scène, il éclate au sol une grande partie de la concurrence. Et je veux dire, c'est vrai, mais il y en a très peu. Sans un aspect tape à l'œil, quoi. Il y a vraiment la séquence de fusillade chez l'aveugle qui est extrêmement brève, le final en forme de western dans cette gare au ralenti avec Pier Francesco Favino qui est littéralement sur un escalator. Un escalator. Ça fourmille encore d'idées de mise en scène, de scénographiques qui sont dingues, mais qui sont jamais... C'est pas ostensible. Ostensible, tout à fait, ouais. Non, je suis d'accord. Mais par contre, le développement des personnages, je trouve qu'il y a quelque chose au scénario qui fonctionne pas hyper bien. Par exemple, les motivations vraiment des flics à poursuivre inlassablement Manuel, j'ai du mal à les comprendre. Tony Servillo, on s'en fout. Pas tellement, parce que je me suis quand même posé la question plusieurs fois. Et après... Tu te poses la question dans le Faucon Maltais aussi, on s'en fout. Non, ça pas tellement. Moi, je trouve pas tellement. Il te donne des indications. Après, libre à toi de les acheter ou pas. Mais la scène dans la station-service, elle est clairement là pour ça, pour parler justement de la, grosso modo, j'ai pas envie de dire de la popularisation des flics. On en parlait dans Dernière nuit pour Milan, toujours avec Pier Francesco Favino. Mais cette idée que ces mecs-là sont endettés et donc ces mecs-là courent après. Mais après, ça fait partie aussi du propos du film, cette obsession. Qu'ont les personnages pour une réussite sociale qui passe principalement par le fric. Ouais, non mais soit moi, enfin même si en effet ça donne des éléments de réponse, moi ce que je veux dire c'est que moi la manière dont j'ai vécu le film, j'avais du mal avec cette motivation. Et après je trouve que le personnage de Tony Servillo, son évolution et son placement, enfin la manière dont il se comporte, je trouve, enfin pour moi il y a des choses qui collent pas, qui sont pas claires, je comprends pas très bien quels sont les enjeux autour de lui, je comprends pas les forces internes qui le meuvent en fait. Je suis pas raccord avec ce qui se passe avec ce personnage-là. Et pareil, dans l'évolution, on va dire le rapport filial entre le personnage de Pier Francesco Favino et Manuel, il y a quelque chose que j'achète pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est mal écrit, qui est pas là, qui est pas très bien amené et qui fait que moi, il me manque des choses pour que je sois vraiment émotionnellement en raccord avec ce qui se passe entre ces deux personnages. Moi, j'achète complètement parce que justement, la scène qu'on ne dévoilera pas du moment des aveux, parce que c'est deux aveux qui se succèdent. Le premier aveu de la part du personnage de Pier Francesco Favino, puis après le personnage du jeune garçon. Je les trouve d'une simplicité. En fait, tu t'attends à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et en fait, c'est à la limite du dérisoire, en fait, ce qui est derrière tout ça. Et c'est en ça que pour moi, ça te scie les jambes. Ça me scie les jambes émotionnellement à ce moment-là. Parce que tu te dis tout ce gâchis pour ça, quoi, en fait. Et Servillo, moi, je le trouve absolument épatant. Il a une scène de confrontation avec les flics où tout d'un coup, il vrille complètement et là, on ressent toute la menace du personnage, tout ce qu'a pu être le personnage auparavant. Il est vraiment, à ce moment-là, inquiétant et je le trouve parfait dans le rôle. Oui, ça fonctionne. Son jeu fonctionne dans cette scène-là, mais c'est toute la trajectoire du personnage qui, moi, je trouve qui est pas claire, qui est pas bien orchestrée, qui est pas bien écrite, quoi, pour moi. Ça fait sûrement partie des aspects effectivement sur lesquels peut-être tu peux attaquer le film, c'est qu'à par moment, ce que je disais, l'aspect thématique prend le dessus quelquefois sur la narration, mais en lumière plus les enjeux thématiques que réellement des fois peut-être qu'il y a effectivement des faiblesses d'écriture sur des personnages, mais je trouve là encore Servillo, ça se comprend aussi dans cette logique de ce monde qui est en train de basculer, ce personnage qui est entre ces deux états. Je comprends tout à fait que tu, entre guillemets, soit tu l'achètes en fait comme métaphoriquement, ou soit tu l'achètes pas. Moi, je l'achète d'une certaine manière parce que il y a cette scène dont je parlais au début avec cette scène du Rubik's Cube où en fait, il te le fait comprendre en fait par ce plan où ce personnage tout d'un coup récupère sa raison au sein des ténèbres et de nouveau ne comprend même pas pourquoi il a fini son Rubik's Cube. Ouais, mais tu peux interpréter cette scène différemment aussi. Hein. Moi, je trouve qu'en fait, en termes de scénographie, c'est tellement épuré, tellement simple que je la comprends en fait. Moi, je l'ai comprise mais différemment. Tu vois, J'ai compris autre chose que toi sur cette scène-là précisément. Enfin, ça, c'est tous les films du monde, quoi. Ouais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, pour moi, il y a vraiment des faiblesses dans la caractérisation. Ça me fait chier d'employer ce mot-là pour ce film-là, parce qu'il a tellement d'autres forces. Le scope magnifique, le travail du chef-op, tout ce qui est au niveau les clairs-obscurs hallucinants. La vision de Rome auquel t'es pas du tout habitué. Ouais, voilà, tout ça. C'est un film qui a énormément de qualité et qui est vraiment... Les acteurs sont au top et tout.
Mais moi je trouve que vraiment dans l'écriture des personnages et leur trajectoire, alors que très vite le personnage de Manuel, c'est pas qu'il est évacué, mais j'ai dit intentionnellement central dans mon résumé initial, parce que en gros c'est pas lui qui est intéressant, il n'est que le révélateur des personnages qui sont autour, quoi, qui vont vraiment avoir eux une vraie trajectoire. Et malheureusement je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture sur les trajectoires de Tony Servillo et de Pierfrancesco Favino, quoi. Voilà, ça m'a un peu sorti du film, même si aussi je suis d'accord sur la scène finale sur les deux protagonistes plus jeunes, même si je la comprends aussi différemment que vous, je pense. Lucien, est-ce que tu as des choses à ajouter ? 2 choses, très brèves. Non, blague à part, pour être très franc, j'ai pas un souvenir très précis de Subura, mais il y a quelque chose, en effet, comme l'a dit Manu plus tôt, cette pluie omniprésente et le feu ici, je trouve qu'il y a une gestion des éléments et de ce qu'ils peuvent apporter, d'abord évidemment en termes d'ambiance, ça c'est évident quand on voit le film, mais aussi en termes de symbolique, là où dans Subura il utilisait vraiment ça comme l'omniprésence du pouvoir qui s'immisce un peu partout, qui est là en permanence, qui dégouline, et ici le feu qui brûle le monde, en allégorie de cet argent, de ce capitalisme incontrôlable qui bouffe tout aussi dans ce film-ci. Je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien dans le cinéma de Sollima. Et c'est quelque chose que nous, on a tendance, qui pourrait peut-être rebuter les gens, à marteler parce qu'on l'interprète et qu'on l'analyse, mais que dans ses films, ne martèle jamais. C'est quelque chose qui laisse toujours en filigrane. Je veux dire, parce que pour le coup, en parlant, on pourrait desservir un petit peu le film et les qualités du film, parce que justement, c'est quelque chose que lui rend évocateur, mais sans jamais le rendre explicite. Parce que c'est fait tellement brillamment. Enfin, tu vois, il y en a d'autres, des très très grands cinéastes, nippons par exemple, pour lesquels on parle énormément de leur rapport aux éléments, parce que c'est fait aussi avec une justesse, une brillance assez pertinente. J'ai même l'impression, mais peut-être que je l'invente, parce que c'est aussi un film que j'ai plus assez fraîchement en tête, mais qu'il y avait aussi un rapport dans toute la scène où Benicio del Toro, dans le deuxième volet de Sicario, retrouvait un peu une forme de second souffle, je vais dire, d'humanité, si on pouvait dire ça comme ça. J'ai l'impression que dans cette scène-là, il y avait une présence du vent, etc. Enfin bon, bref. Et l'autre chose, c'est que dans cette dualité entre ancienne garde et nouvelle garde, je pense que Oli a fait son choix en parlant en début de podcast d'une, et je cite, une chanson de rap. Ça m'a beaucoup amusé, je l'ai même noté. La chanson de rap du jeune au début. Ah Oli, voilà, tu es vieux. Voilà, tout ça c'est parce que tu m'en veux, parce que j'ai moins aimé le film que vous. C'est tout. Non, tu as beaucoup dit que tu avais trouvé ça brillant sur certains aspects. Très bien, bon, passons au morceau de choix au deuxième morceau de choix d'ailleurs, de cet épisode, donc le film de l'immigré grec, George Miller. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood, my mother, I want them back. I want them back! Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the green place. It's time to take what's rightfully ours! Ready? Steady! Et badaboum, 9 ans déjà après Mad Max Fury Road, Furiosa marque le retour du cinéaste australien George Miller à la saga qu'il a initiée en compagnie de Mel Gibson en 1979. On le sait bien sûr, le Road Warrior Max Rokatansky est cette fois tout à fait absent du récit, ou presque, on y reviendra peut-être, axé cette fois sur un personnage féminin, la Furiosa du titre donc, qui était déjà en fait le personnage principal du film précédent, dont ce nouvel opus est une préquelle, donc c'est-à-dire que c'est l'histoire d'avant en gros. Pour rappel, entre les deux films, George Miller aura réalisé 3000 ans à t'attendre, sorti en 2022 et dont nous avions parlé ici même il y a quelques mois donc.
Alors, le pitch. Situé bien évidemment dans un monde post-apocalyptique, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vuvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur Dementus. Après que celui-ci se soit rendu coupable du meurtre de Mary Jo Bassa, la mère de Furiosa, celle-ci grandit avec une idée fixe, se venger de Dementus qui lui a volé son enfance et sa mère. She want them back. Voilà. Découpé en 5 chapitres et affichant 2h28 au compteur, le film est écrit par George Miller lui-même et Nico Latouris. Furiosa est interprétée par la jeune Alila Brown, puis par Anya Taylor-Joy, et le rôle de Dementus revient quant à lui à Chris Hemsworth, donc Thor lui-même. Alors, c'est Lucien qui commence sur ce film. Et quel gros film! Aussi gros que le nez de cet acteur australien dont tu viens de donner le nom. Comme Miss Carapate. Vas-y, dis-le un peu que je me fous de ta gueule juste après. Mais je me souviens plus de son nom, justement. Tu viens de le dire, mais j'ai déjà Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Bah ouais, par où commencer sur cet énorme morceau, comme tu dis. Alors, Fury Road allait peut-être chercher du côté des origines avec un rapport très fort, on en a beaucoup parlé, à Keaton dans le rythme et même à Murnau dans une certaine approche plastique. Mais Furiosa ici propose une narration, disons, plus visible. On parlera peut-être moins, comme on avait beaucoup entendu ce non-sens à l'époque, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scénario de timbre-poste. On l'avait beaucoup entendu sur Fury Road et sur Gravity. Mais ici, oui, il y a donc Furiosa, une narration très nettement plus marquée, entre guillemets, que dans Fury Road, et lorgnerait peut-être plus du côté alors de la fresque. Alors, pour l'opposer à ces références que je citais plus tôt, Keaton et Murnau, ici, pour moi, on est plus du côté de chez Lynn et Léon, dont on parlait plus tôt dans le quiz. On est plutôt plus près de l'Iliade que de l'Odyssée, quoi. Peut-être, ouais. Tu lances déjà des choses intéressantes, mais voilà, tu parles de l'Iliade et de l'Odyssée. On imagine très clairement l'influence, d'abord, de toute la connaissance de Miller quant à la narration, mais de l'influence assez proche de son travail sur 3000 ans à t'attendre, avec tout un rapport à la matière du conte de ces deux films, de ces deux derniers films. Parce que, ouais, il y a un univers, je veux dire, évidemment, décorum, qui continue de se développer depuis le premier Mad Max, mais qui est ici un univers esthétique qu'on peut retrouver assez proche, avec certaines différences, on y reviendra, de Fury Road, mais un univers narratif qui serait, lui, plus proche de 3000 ans à t'attendre, avec même un personnage de narrateur quasi identique. Alors moi je trouve que c'est délirant à quel point, comme je dis, dans le même décorum, Miller est parvenu à faire 5 films extrêmement différents les uns des autres, et qui c'est ça, qui arrive à vraiment proposer des trajectoires narratives toujours en oblique par rapport à l'épisode précédent. Je trouve ça absolument brillant. Alors, comme dans Fury Road, et peut-être même comme dans le film dont on vient de parler juste avant, je me pose encore la question, il faudrait que je revoie le film, de si le personnage principal, dont le titre porte le nom, est réellement le personnage qui intéresse le plus Miller. Moi, j'ai l'impression qu'il s'intéresse au moins autant à Dementus qu'à Furiosa. En tout cas, il crée autour de Dementus... Enfin, c'est-à-dire que le récit se développe autour de Furiosa, mais on sent que le personnage de Dementus, en espèce de parangon, je veux dire, romanisant presque, du contemporain, parce qu'on sent qu'il porte ça. On sent que Dementus porte le contemporain, porte une image de l'homme moderne. Quand je dis moderne, c'est de nos jours. Qui voudrait un peu jouir en permanence de tout au risque de la désolation et de l'autodestruction. Je trouve ça assez brillant, et peut-être avant de passer la parole, je pourrais dire juste un mot sur la très légère limite que j'ai avec le film. Alors je pense que qu'on va parler là d'un très très grand film, parce que l'esprit, parce que la maestria, parce que l'énergie l'emporte sur tout, mais disons qu'il y a une méthodologie en fait de travail qui est différente des précédents, qui est la première fois où c'est aussi marqué, même si ça commençait déjà un peu à l'être avec Fury Road. À certains moments, je veux dire, l'intégration de certains effets visuels peuvent un peu griffer l'œil. Alors pas qu'ils soient laids en tant que tels ou qu'ils soient ratés, c'est pas ça la question. On n'est tellement pas habitué à les voir à ce point-là
dans cet univers-là qui nous a toujours fait bouffer du sable. Je veux dire, au-delà du sublime que ça peut apporter, parce que clairement, George Miller, avec ces images-là, crée des choses qu'il ne pourrait pas créer autrement, que ce soit dans Furiosa, que ce soit même dans Fury Road d'une certaine manière, mais évidemment que ce soit dans Epiphyte, que j'ai revu dernièrement, surtout le 2, que j'ai revu dernièrement avec mon fils. Ça va, tu l'as pas traumatisé la vie ? Non, il a beaucoup aimé. Donc ça, c'est peut-être moi, ma réserve que j'ai avec Furiosa et peut-être de manière générale avec l'œuvre de Miller, mais qui était très peu présente dans la saga Mad Max jusqu'à présent. Mais quel grand film, quel immense cinéaste. Je peux peut-être déjà rebondir sur un des écueils dont tu parles. Moi, pour l'avoir déjà vu 2 fois avant d'enregistrer l'émission, c'est quand même le genre d'écueil qui a tendance à complètement disparaître dès la seconde vision. Mais même de la première. Dire dès la première, c'est lié pour moi à plein de choses. T'as tout d'abord toutes les attentes liées aux 9 ans qui séparent les 2 films. T'as le choc qui a été Fury Road au moment de sa sortie, qui est un film qui nous a complètement retourné le cerveau. Et puis aujourd'hui, t'as un petit peu un marketing qui est un peu à la ramasse, qui cherche à te vendre Furiosa comme une sorte de Fury Road bis, ce que Furiosa est absolument pas. Fury Road, c'était un film qui se passait sur 3 jours. Là, on est sur une toute autre histoire qui se déroule sur une quinzaine d'années, donc on est dans une temporalité qui est tout autre. Après, concernant les effets spéciaux et tout le débat sur ces effets spéciaux numériques, moi j'avoue que autant j'ai un fétichisme sur plein d'aspects du cinéma, autant ce débat-là, il me passe un peu au-dessus. J'en ai un peu, d'une certaine manière, un peu rien à foutre parce que ça n'a jamais été un problème pour moi pour apprécier un film. Des films avec des effets spéciaux pas forcément finis ou aboutis. J'en ai connu plein, notamment à la grande époque du cinéma de Hong Kong, beaucoup de films de Choi qui n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions. Ça m'a jamais gêné pour apprécier les films. Je veux dire, c'est du moment que la mise en scène me vend l'effet spécial, j'achète l'effet spécial. Bah oui, c'est ce que j'essayais de dire. Et en plus, au-delà de ça, il y a quand même un pari technologique qui est complètement dingue, qu'on a un peu tendance à oublier. C'est que pendant une grande partie du film, toute la première partie du film, le personnage de Furiosa, c'est un personnage qui est composite. C'est en fait un mix entre cette jeune actrice qui l'incarne enfant et celui d'Anna Taylor-Joy qui l'incarne plus tard. Et ça, c'est un effet spécial qui est quasiment invisible et assez bluffant. Il y a une vraie réflexion de la part de Miller. On sait que tout un temps, il avait envisagé de reprendre Charlize Theron à l'époque et de faire appel à du de-aging, comme ça a été le cas sur Gemini Man ou The Irishman. Mais là, on est dans toute autre chose, tant en termes de process que de résultats à l'écran. Et pour le coup, c'est assez troublant. Ils n'en auraient pas parlé pendant la promo du film. On aurait mis beaucoup de temps à réellement déceler ce qui était à l'œuvre. Donc oui, il y a des effets spéciaux qui, à certains moments, sont un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Mais à d'autres endroits, moi, je trouve que le film a accompli des choses absolument dingues. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et après, pour revenir sur l'aspect narratif, je trouve le film aussi passionnant dans la manière qu'il a de faire écho à Fury Road. Il y a pour moi toute la manière dont Miller travaille toute la rédemption du personnage de Furiosa. Tu parlais dans ton intro d'un film de vengeance, et justement, ce qui est génial, c'est comment Miller détourne toutes les attentes que tu as vis-à-vis d'un récit de vengeance. C'est le sens de la confrontation finale avec Dementus, pour en faire beaucoup plus en fait une quête de rédemption qu'un récit de vengeance. Et cette quête de rédemption, bien sûr, elle est au cœur du film. Tu peux la voir dans la manière dont Miller orchestre notamment les échanges entre Praetorian Jack, un personnage dont tu n'as pas trop parlé, qui est quand même très important dans le récit, et le personnage de Furiosa, et qui fait écho à ceux qu'échangeaient Max et Furiosa dans la même scène dans Fury Road. Et juste à travers les regards, la scénographie Miller, tu comprends que quand Furiosa elle regarde Max dans Fury Road, c'est un peu le fantôme du personnage qu'elle n'a pas réussi à sauver dans Furiosa. Et là aussi, ça enrichit la dramaturgie des 2 films. Il y a, je pense aussi, dans le même registre, le There is no hope, il n'y a plus d'espoir, qui est scandé par Dementus dans le film. Là aussi, c'est quelque chose qui trouve un écho dans Fury Road, avec le personnage de Max, qui avait plus ou moins le même type de propos, avec l'idée que l'espoir était un leurre. Je crois que c'était Hope is a mistake. Ouais. Et c'était justement le personnage de Nux, le Warboy qui les avait rejoints, qui était justement en train d'accomplir un parcours de rédemption, qui disait non, qu'il y avait peut-être encore de l'espoir. Et c'est là que le film est très fort, c'est qu'au-delà même de cette idée de préquel, même si le film a été d'abord pensé comme une backstory du personnage de Furiosa, c'est la manière extrêmement intelligente avec laquelle les 2 films dialoguent entre eux. Je connais pour moi assez peu de suites ou de préquels qui opèrent à un tel niveau. Et cette idée en plus de rédemption, elle est poussée quand même très très loin dans le final du film, avec cette idée qui est une idée de pure fantaisie sur le sort que semble réserver Furiosa au personnage de Dementus. Même si là encore, t'as Miller qui t'amène à te questionner sur le sens du récit, sur ce que tu es en train de regarder, sur la véracité de ce que constitue en fait un mythe. Dans Fury Road, d'une certaine manière, c'était Max, le narrateur, et Furiosa, le personnage principal. Là, le film, il est raconté par l'homme-histoire, qui est un personnage qui est directement rattaché au gang de Dementus dès le début du film. Et donc, tu peux te questionner sur ce qui t'est donné à voir. Est-ce qu'il est en train de construire la légende de Furiosa ou celle de Dementus ? Est-ce que ce que je suis en train de voir est réellement vrai ? Puisque les premières paroles du film sont quand même, je crois, on ne peut plus croire en rien. Ouais. Et donc, là aussi, le film est passionnant, je trouve, dans sa manière de questionner le sens du spectacle,
auquel tu es en train d'assister. C'est un truc que je trouve passionnant, parce que tu parles en effet de défiance au récit et à l'image, de faut-il croire en l'espoir ou non, etc. Ici, on a quand même un film qui pose toutes ces questions-là et qui littéralement se termine sur une allégorie qui pourrait vouloir dire quelque chose. Il retourne l'allégorie de Furiosa qui est arraché à son jardin d'Éden pour avoir volé une pêche et qui va reconstruire ce nouveau jardin d'Éden d'une certaine manière, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, tout l'espoir dont parle le film, à la fin, il regarde du côté du féminin qui se nourrira du sexe putréfiant de l'homme, quoi. Enfin, c'est assez littéral. Voilà, c'est une autre incarnation cinématographique que ce qu'on peut voir habituellement de ce type de problématique dans le blockbuster anglo-saxon. Et c'est en ça que quand je parlais que c'était l'un des premiers peut-être Mad Max pour moi qui questionne autant la place du mythe, pas la place du mythe, mais entre guillemets l'ambivalence qu'on peut avoir vis-à-vis de son interprétation. Je pense que ça rejoint beaucoup de questionnements qui étaient déjà au cœur de 3000 ans à attendre. Et cette idée de se questionner de ce qui se sépare, entre guillemets, à quel moment on va imprimer effectivement la légende. C'est ce que propose d'une certaine manière à la fin le personnage de Dementus. Est-ce que tu as quelque chose pour le rendre épique ? Est-ce que tu as quelque chose pour asseoir la légende ? Mais asseoir la légende de qui ? La sienne, celle de Furiosa, et donc les différentes itérations qui te sont proposées de la mort de Dementus. Le film te propose la dernière, qui est celle d'une rédemption, parce que peut-être que la vertu du mythe, c'est justement d'essayer de se comprendre et de se transcender, et de ne pas rester à peut-être quelque chose qui, j'ai envie de dire, tragiquement humain. Et donc, il y a cette construction d'une figure héroïque, sachant que Miller a toujours eu cette défiance aussi vis-à-vis de la figure du héros. C'est cette idée que les héros d'aujourd'hui sont aussi potentiellement les tyrans de demain. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de parallèles malgré tout avec le personnage de Dementus et celui de Furiosa. C'est hyper intéressant quand tu observes tout ce qui est au niveau du chara-design, puisque je crois que à un moment, Furiosa était envisagé en forme d'animé à une époque. Le personnage de Dementus est un personnage effectivement qui est changeant en fonction de l'ère du temps, et donc devient ce Dementus le rouge, Dementus le noir, et change d'apparence, emprunte les vêtements du seigneur de Petrol City Gaston quand il débarque là-bas, et à la toute fin du film, il est dépossédé d'une partie de ses attributs, et Furiosa, face à lui, revêt cette sorte de cape blanche qui était la sienne au début, qu'elle vient de récupérer. Et donc, il joue effectivement sur toute cette ambivalence du personnage, quoi. C'est un film vraiment extrêmement touffu thématiquement, et qui, à mon avis, doit subir visionnage pour pouvoir vraiment en approcher la puissance thématique. Bon, de premier abord, ce qui frappe déjà, ce sont bien sûr les différences, vous l'avez dit, les différences avec Fury Road. Ici, on est sur une espèce d'opéra en 5 actes, une espèce de truc où le climax d'action incroyable est placé au milieu, où à la fin, on s'attend à une décharge d'hémoglobine, et on a plutôt une scène dialoguée à la limite du shakespearien. Enfin voilà, c'est un film qui aussi te prend vraiment constamment à rebours, qui bien sûr garde les caractéristiques du film précédent, qui sont de caractériser les gens par l'action tout le temps, sans arrêt. Enfin, justement, la scène du War Rig au milieu, là, c'est la manière dont ça pose la relation entre les deux personnages. On a parlé un petit peu, Manu, en miroir de celle de Fury Road, mais moi j'ai moins Fury Road en tête que toi, mais bon, c'est assez incroyable la manière dont il arrive à donner de l'épaisseur au personnage, voilà, constamment dans l'action, ou à travers les accessoires. On a aussi un petit peu parlé d'Dementus, ce nounours, enfin ce teddy bear qu'il transporte, qu'il va donner un moment à Furiosa, qu'il le rapproche aussi quelque part de Mad Max. Moi, si jamais j'avais un parallèle à faire avec Mad Max, c'était plutôt une espèce de version dark side de Mad Max, tu vois. De toute façon, ces trois personnages, c'est des itérations en fait du même héros. D'une certaine manière, t'as Max qui est le personnage solitaire qui refuse de prendre parti, qui veut jamais avoir d'affect avec tout ce qui l'entoure. T'as Dementus qui est un personnage qui est dans une fuite perpétuelle en avant, avec tout ce que ça peut avoir de destructeur. Et t'as Furiosa elle-même qui est à la recherche de cet Éden perdu.
mais qui est aussi dans une fuite en avant, et c'est ces 3 personnages qui sont quand même marqués par le deuil. En fait, plus on avance dans le film, et plus il devient pathétique, et quelque part, plus il devient un peu touchant. En fait, il y a ce côté où il essaye d'être plus grand que nature, il essaye d'être... Voilà, il se donne tous ses attributs, ce truc avec ses motos qui évoque le péplum, le char romain, le côté où il se rebaptise sans arrêt. Moi, j'y voyais comme quelqu'un qui essaye de se donner une aura. Qui se met en scène. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est touchant aussi, c'est que c'est un chef foireux. Et plus il avance, et plus il est foireux, et plus il foire. D'ailleurs, il se prend des déculottées monstrueuses par Immortanjo à chaque fois qu'il veut l'approcher. Enfin, du coup, ça l'humanise, et c'est des espèces de trajectoires croisées en fait qu'il a avec Furiosa, parce que elle poursuit un objectif clair qui est donc cette vengeance, et elle devient mythique, mythologique par la force de ses actions, mais par un destin qui lui échoua en fait. C'est plus fort qu'elle en fait, qu'elle soit élevée à ce rang-là quelque part. Cette histoire est même elle est même écrite pour elle. Il y a un truc qui est assez... ça, c'est quelque chose qui m'avait pas marqué qui m'avait interrogé à la première vision, mais que j'avais pas saisi, que je n'ai saisi qu'à la deuxième vision. Mais dans cette idée, justement, de construction mythologique du personnage, c'est intéressant de voir que son parcours, en fait, il est déjà annoncé par l'homme histoire ou Dementus. Ça, je ne sais pas si on reprend la reproduction de la fresque qui est peinte par le seigneur de Gaston, qui est une fresque de Johnny William Waterhouse, qui est Hylas et les nymphes, qui raconte comment justement Hylas, qui était un compagnon de route d'Hercule, qui avait auparavant tué son père avant de le prendre sous son aile, d'où le parallèle qu'on peut déjà faire avec le personnage de Furiosa et de Dementus, et qui, selon les versions, avait été soit enlevé par les nymphes qu'on voit sur le tableau, ou alors qui avait choisi de les rejoindre. Et on peut y voir effectivement un écho assez troublant à l'histoire de Furiosa, mais surtout quand on revient à Gaston la deuxième fois, la fresque est dévastée, et il y a une sorte de graffiti qui dessine au-delà du bras de Hylas une forme de squelette de bras, comme ce que le bras que s'apprête à perdre Furiosa et qui va devenir cette extension mécanique, et qui renvoie au plan où justement elle va proposer ce nouveau fruit, ce nouveau espoir aux femmes de Immortanjo. Donc en fait, d'une certaine manière, avant que cela arrive dans le récit, des choses l'annoncent en fait. Et c'est intéressant parce que le seul personnage qui est présent dans cette scène-là, donc quand tu reviens à Gaston, c'est l'homme histoire, et l'homme histoire qui est l'homme histoire de Dementus. Donc à quel point en fait ce personnage n'est pas construit déjà d'une certaine manière, effectivement, et amené à devenir ce personnage mythique au-delà en fait de ses propres désirs. Juste un dernier petit truc que je voulais aussi ajouter, c'est que j'ai été frappé cette fois-ci à quel point le monde inventé par George Miller devient de plus en plus prophétique. Et cette fois-ci, je crois qu'il en joue vraiment directement, en faisant écho au bouleversement climatique, avec ce plan d'intro où tu as l'Australie qui brûle quasiment en laissant juste cette ligne verte où donc se trouvent les Viva Vouli. En le lisant, j'ai été frappé à quel point ce mot évoquait la vulve, bien sûr, et d'ailleurs peut-être même la forme du pays des Viva Vouli elle-même. Mais il y a un plan large sur cette oasis et où on voit des éoliennes à droite et des panneaux solaires à gauche. Et je me suis dit, tiens, je me rappelle plus quelle est la raison pour laquelle ce paradis vert n'existe plus dans Fury Road, mais par là, j'y voyais une espèce d'allusion au côté dérisoire de ces espèces de... Comment dire ? De pansement ? Ouais, voilà, de pansements, de petites choses qu'on peut faire et à quel point ce n'est que dérisoire. Non, je pense qu'il y avait une allégorie dans Fury Road qui était assez claire sur la décroissance. À un moment, quand tu es à un point de non-retour, quand tu as un certain point, la seule solution, si tu veux te sauver, entre guillemets, en l'occurrence, sauver l'humanité, sauver une partie de l'humanité, c'est de faire marche arrière, quoi, c'est de retourner en arrière. Et pour moi, ça rejoint exactement ce dont tu parles ici. Et après, moi, dans les éléments qui m'ont aussi beaucoup intéressé dans effectivement ce shift narratif qu'il opère vis-à-vis de Fury Road, dans ce ralentissement de
de l'action, du temps, etc., c'est qu'il travaille beaucoup plus sa mise en scène autour souvent de plans séquences. Alors des plans séquences quelquefois qui sont sûrement étendus numériquement. Notamment l'attaque du War Rig est beaucoup moins découpée, en fait, elle est beaucoup plus ample, il joue beaucoup de ces mouvements d'appareil autour de ces engins volants qui surplombent le War Rig. Et il y a aussi une figure qu'il utilise régulièrement, que ce soit à la fois la manière dont il découpe le film et entre des séquences, c'est la figure de l'ellipse. Et comment justement, par le biais d'ellipses et d'ellipses extrêmement bien pensées. C'était déjà le cas dans Fury Road au moment où Max partait pour sauver le convoi et donc il faisait le choix de ne pas montrer comment Max allait venir à bout du seigneur de la ferme aux balles. Donc il faisait le choix d'asseoir en fait la dimension héroïque du personnage par une ellipse. Là c'est la même chose, il fait la même chose, un travail sur le hors-champ et l'ellipse avec le moment où Furiosa va en fait embrasser en fait le canon de son personnage, qui est le moment où elle va perdre l'usage de son bras. On passe hors champ, on est centré sur le visage de Chris Hemsworth avant de retrouver ce plan qui est vraiment un plan complètement iconique. On est vraiment dans le stigmate de son bras qui est dégoulinant, et par cette ellipse, en fait, il pose en fait toute la dimension canonique du personnage, tout en éludant en fait l'aspect profondément en fait trivial de comment c'est arrivé. Parce qu'en fait, si tu prêtes attention, tu peux te poser la question, est-ce qu'elle y est arrivée toute seule ? Parce qu'avant d'être pendu, un des hommes de main de Dementus n'a pas l'air très friand de l'accrocher par ce bras-là. Et lorsque tu reviens avant la découverte du bras, ce même personnage semble ranger quelque chose qui ressemble à une lame dans ses affaires. Donc, il travaille toujours cette idée du mythe, mais avec une certaine défiance. C'est ça en ça que le film est, je trouve, vraiment passionnant et vraiment un prolongement de 3000 ans à t'attendre, quoi. Ouais, puis c'est très juste ce que tu dis aussi sur les plans plus longs, etc. Alors, le découpage est toujours d'une précision dingue, mais il y a un truc aussi qui garde, malgré un montage moins frénétique par rapport à Fury Road, et qui était déjà présent dans Fury Road, et qui l'était un peu moins dans les précédents Mad Max, c'est le sujet central dans le plan, de manière à rendre le plan lisible de manière extrêmement rapide. Alors, ce qui était indispensable dans Fury Road, parce que je pense que s'il faisait pas ça dans Fury Road, malgré la précision de son découpage, les plans sont tellement courts. Bon, ils sont entrecoupés de respiration, mais il y a des scènes où il y a tellement de plans à la minute que ce serait juste indigeste. Ici, il aurait pu se permettre de retourner à des cadrages, je vais dire, moins systématiquement centrés, et pourtant il garde quand même ça. Et ça lui donne une certaine, je veux dire, marque de fabrique dans la lisibilité de ces images. Je sais pas si c'est plus centré, mais je pense que c'est quelque chose que tu avais déjà au cœur de 3000 ans à t'attendre, c'est que tu avais une mise en scène qui était beaucoup plus, d'une certaine manière, je prends des guillemets parce que c'est pictural, bidimensionnel, beaucoup moins tridimensionnel comme elle l'était dans Fury Road. Dans Fury Road. Dans 3000 ans à t'attendre, il faisait même un jeu qui était assez brillant. Je me souviens qu'on en avait parlé dans l'émission à l'époque, entre les scènes comptées et les scènes non comptées, où il y avait une picturalité beaucoup plus forte dans les scènes comptées que dans... non comptées, on s'entend. Enfin, réécoutez notre émission, on redéveloppe ce point-là. Mais oui, je te rejoins là-dessus, Manu, t'as raison. Et après, pour revenir dans les dernières idées très très belles, je trouve, qu'a le film, c'est cette idée dans l'écriture du mythe, cette idée au moment où Furiosa choisit d'écrire son histoire, c'est en se tatouant le bras, avec le chemin qu'elle va prendre, son trajet de retour vers la Terre verte, justement, qui s'écrit au travers des étoiles, ce qui renvoie à toute l'interprétation que faisaient les anciens de la Voie lactée, cette interprétation du ciel et cette idée de chemin et de cheminement. Très bien, merci messieurs. Après, juste un mot, juste pour remettre les choses dans le contexte de l'œuvre globale et de l'œuvre récente de Miller. On vient de parler, en restant relativement en surface, d'une œuvre majeure, je pense. Mais après Keaton, Murnau, Lynn Leon, on a convoqué Ford, Homer. On en est là, quoi. Merci George Miller, quoi. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose que pour clore cette émission, nous attaquions à un petit dessert beaucoup plus léger qui sera le Hitman de Richard Linklater. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. You can't be. I tried looking you up and nothing. It's like you don't even exist. I guess I'm just your fantasy. So
So what's the biggest difference between the real you and your occupation? By the way, my name is Gary Johnson, and I'm a fake hitman. We'll see. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ok, nous détendons donc l'atmosphère maintenant, puisque nous allons parler de manière beaucoup plus relâchée du film de Richard Linklater, que je n'ai pas vu et dont je ne sais à peu près rien. Je sais juste que Richard Linklater, c'est le réalisateur de Dazed and Confused, de la trilogie des Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Il les a dit tous dans le bon ordre, quoi. Bah ouais. Et aussi de Boyhood, bien sûr, le hit indé d'il y a quelques années, qui avait récolté une moisson d'Oscars, n'est-ce pas ? Et donc voilà, je sais que ce nouveau film va sortir sur Netflix, que nous on a le droit à une sortie salle, et je sais qu'il est interprété par Glenn Powell, qui en est également le co-scénariste. Glenn Powell, un acteur qu'on a pu voir dans Top Gun Maverick, ou également qui est dans la bande-annonce de Twisters. En ce moment, c'est une série dérivée... Twisters dérivé du film de merde tout pourri de Jan de Bont. C'est pas une série, c'est un film. Hein, Ah, c'est un film, je pensais que c'était une série. Et donc, il y a aussi une actrice qui s'appelle Adria Arjuna, qui était, elle, dans Six Underground de Michael Bay et dans Irma Vep, la mini-série de Olivier Assayas. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, ce film, Manu ? Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que ça raconte déjà quelque chose ? Le pitch est assez simple, c'est celui d'un professeur d'université qui, pour amortir ses fins de mois, met ses talents en électronique au service de la police pour mettre sur écoute des gens qui veulent faire appel à un tueur à gages, et à la suite d'un imbroglio va se retrouver à interpréter lui-même ce tueur à gages bidon, et va rencontrer une jeune femme qui elle aussi cherche à tuer son mari et dont il va tomber lui-même amoureux. Ok, alors une espèce de comédie policière romantique. Oui, je pense que ça voudrait sûrement un peu évoquer le Out of Sight de Soderbergh, ce genre de film noir à la cool, matinée de comédie romantique. Après, comme je le disais tout à l'heure, contrairement à Adagio, moi, c'est pas un film qui gagne à être vu en salle, parce que majoritairement, c'est quand même un film qui est tourné en longue focale et en gros plan, et c'est surtout et avant tout une bonne grosse bande démo pour son acteur principal, c'est-à-dire l'acteur et scénariste Glenn Powell, qui effectivement fait preuve d'une versatilité qu'on lui connaissait pas et qu'il n'avait pas sûrement moyen d'exprimer auparavant. Après, c'est un film assez léger qui au-delà de son acteur principal mais aussi de son acteur principal, reflète assez bien moi ce que je peux penser du cinéma de Linklater, qui est un cinéaste assez sympathique, avec des films de l'ordre de la chronique, de la tranche de vie, mais qui pour moi souvent assez frise l'anecdotique. Après, au-delà de ça, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est ce côté bande démo d'un acteur qui n'a pas réussi à exprimer tout ce qu'il avait comme potentiel, et c'est un peu révélateur de la manière comment Hollywood aujourd'hui est incapable de construire des carrières avec un star system qui est aujourd'hui inexistant. On le voit bien aujourd'hui avec la sortie très tiède par exemple de Furiosa. Un des éléments d'analyse, ça peut être aussi que le fait que par exemple un acteur aussi populaire que Chris Hemsworth est incapable en fait de ramener des spectateurs hors du giron des films Marvel et du rôle de Thor en fait. On l'avait déjà vu avec la sortie de Black Cat à l'époque. Donc voilà, après c'est un film assez sympathique, qui est bien joué, il y a une vraie chimie entre les deux comédiens. Powell dégage pour moi effectivement un vrai charisme que je ne connaissais pas, je ne l'avais pas du tout décelé par exemple dans Top Gun Maverick, mais après c'est quand même un film pour moi très oubliable. Je pense peut-être Lucien sera un tout petit peu plus enthousiaste que moi sur le film, mais après les deux gros morceaux qu'on a traités aujourd'hui, je pense que c'est un film quand même assez faiblard. Oui, je pense que je suis un peu plus enthousiaste que toi, mais c'est ça. Alors, t'as dit pas mal de choses. Je pense que c'est assez juste de dire que c'est un film de salon. C'est un film qui est shooté comme une série télé. C'est un film qui n'a visiblement pas très envie de proposer quoi que ce soit, mais c'est un film qui est assez bien construit, qui est assez bien interprété, qui est justement mis en scène et qui fonctionne assez bien. Donc en fait, c'est un film que je trouve, moi, assez fun. Ce que dit Manu sur le star system hollywoodien aujourd'hui est très juste. Maintenant, c'est tout à son honneur d'avoir su relier ça au film tel qu'il est, parce que bon, voilà. J'ai à peu près rien à dire sur le film, sinon que c'est un petit Richard Linklater que j'estime pas comme un très grand cinéaste, mais comme un cinéaste, comme le disait Manu, très intéressant, très sympathique. C'est un petit film, je pense probablement une forme de commande dans sa carrière. Il n'y a rien de mal fait. C'est un film très agréable, mais comme le prouve le néant de l'exercice critique que je suis en train de proposer, le film est lui-même assez vide, et surtout en parallèle avec les deux
deux énormes morceaux dont on vient de parler. Dans l'ensemble, on a eu droit à un très bon programme aujourd'hui parce que on n'a pas de mauvais films. On a deux très gros morceaux, voire 2 très grands films. Et le troisième, comme tu le disais en intro, Oli, c'était le petit dessert pour terminer les 2 plats de résistance. Et je pense qu'il ne faut pas l'entreprendre autrement. En tout cas, moi, je suis rentré dans une salle, je suis ressorti 2 heures plus tard et j'avais pas vu le temps passer. Donc, parfois, on demande rien de plus que ça. Très bien, merci messieurs, vous m'avez pas du tout donné envie, mais c'est pas grave. On va pas le but. Hein. Non. Parce que franchement, le film, on peut peut-être quand même rajouter que par rapport à ce type de production-là, c'est très au-dessus du lot de ce qu'on peut voir habituellement. Le petit film du dimanche soir, moi j'échange, j'ai pas d'exemple sous la main, mais 10 trucs qu'on peut voir sortir régulièrement dans nos salles contre un Hitman. Hein. Mais c'est pas pour autant que c'est un grand film. Très bien, eh bien merci, passons au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien, je vais prendre la parole sans plus attendre parce que je n'ai pas vraiment de conseils, mais en fait, je vous raconte les arcanes de Transmission, le podcast. Nous avions prévu de parler de 2 films plus tôt dans le mois, et puis on avait mis le film avec Bully Lanners, Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, au programme, et donc j'étais allé le voir. Eh bien, donc je vais faire maintenant la petite séance de rattrapage sur le film de Antoine Rimbaud que j'ai trouvé alors pas du tout intéressant. Donc c'est Bully Lanners qui interprète José Bové, qui est parlementaire européen et qui en gros est choqué, scandalisé par la mise au banc d'un eurocrate, et en fait il va aller creuser un peu et cela va mettre la lumière sur un scandale de lobbying autour de l'industrie du tabac, quoi. Alors, moi j'ai trouvé, personnellement, je sais que Manu y a vu certaines qualités, moi j'ai trouvé que c'était un film très convenu, très plat. C'est exactement ce qu'on attend que ce soit. Enfin, je veux dire, un film sur le Parlement européen avec Bully Lanners qui fait José Bové et une espèce de film dossier comme ça. Moi j'ai trouvé le film très systématique. T'en vois beaucoup des films comme ça pour dire que c'est exactement ce qu'on attend? Moi, c'est un film qui m'a jamais surpris, en tout cas. C'est ni plus ni moins que ce que j'ai énoncé. J'ai trouvé que la mise en scène était extrêmement systématique, avec à chaque fois ces plans aériens pour présenter un nouveau lieu où on va, avec une inscription sur l'écran, etc. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement bavard, où les acteurs étaient constamment embêtés par l'anglais, puisque comme ils jouent des eurocrates, ils doivent switcher souvent en anglais. J'ai trouvé que c'était globalement assez mal géré, tout ce rapport à la langue. Et en fait, ça m'a de nouveau, comme le réalisateur me proposait vraiment peu de choses pour que je puisse m'accrocher émotionnellement ou plastiquement à un récit, c'était pour moi juste une espèce d'enquête ou d'investigation dans laquelle je me suis très très vite désintéressé, quoi. Donc au bout de la moitié du film, moi j'étais complètement, je ne suivais plus du tout le récit et je m'ennuyais ferme. Voilà, en gros. Je suis radicalement pas d'accord avec toi, mais bon, ça c'est tout. Après, j'ai peut-être un biais avec mes racines aveyronaises et mon attachement à Bové, mais je pense que j'étais quand même super dur avec le film. J'avais plutôt bien aimé, moi, le premier film d'Antoine Rimbaud, Une intime conviction, qui était un film de procès autour d'un homme qui était accusé du meurtre de sa femme. Là, on est plus sur un film d'enquête, mais il y a la même dynamique de thriller que dans son film précédent. Et même si tu vois effectivement assez bien où le film se dirige, c'est un film qui est mené de tambour battant. Il y a assez peu de gras, c'est un film qui est extrêmement bien rythmé, plutôt assez bien dialogué. Moi, je trouve, j'ai pas du tout eu de ce souci avec ce franglais dont tu parles, parce que au sein de la commission, c'est quelque chose que j'achète et ça renforce même le côté assez truculent de certaines situations. Parce que pour le coup, c'est un film qui est assez drôle. Je m'y attendais pas du tout. J'avais pas autant ri, moi, je pense, devant un film français d'aussi bon cœur que devant 9 mois ferme. J'avais pourtant beaucoup de réserves en voyant la bande-annonce avec un Bully Lanners en mode Von Platine. J'avais vraiment peur de ce côté biopic un peu ronflant et d'un acteur qui fait son numéro, et c'est pas du tout ça. En revanche, je trouve que Bully Lanners traduit très bien le côté malicieux de José Bové, qui a toujours dit qu'en fait, que s'il fallait aller au combat, il fallait y aller aussi pour se marrer, et le film retranscrit assez bien ce côté joyeux qu'il peut y avoir dans la lutte. Donc ouais, je te trouve quand même assez timoré sur le film. Timoré, pour pas dire pisse-froid. Bon, on va pas plus épiloguer, donc Lucien.
Qu'est-ce que je peux conseiller ? J'ai lu dernièrement plusieurs articles dans le Monde qui s'intéressaient à différentes facettes de l'exploitation cinématographique contemporaine. Voilà, je les ai tous trouvés pertinents. Le dernier est disponible sur la page d'accueil du Monde pour les abonnés. C'est un article sur le rapport des 16-30 ans aux salles de cinéma, bon, en l'occurrence en France, mais je pense que pas mal de choses sont comparables à ce qui se passe ici en Belgique. Alors, ça se passe encore moins bien en Belgique, particulièrement en Wallonie, qu'en France. Mais voilà, le monde s'inquiète de l'avenir de l'exploitation, et c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il faut aller voir et revoir Furiosa. Je sais pas si on l'a dit en fait. Hein. Ouais, je pensais que tu allais dire il faut aller voir et revoir une affaire de principe, mais... Mais donc, à propos, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais donc, big up, tant qu'on y est, aux exploitants français, puisque je suis allé voir Furiosa gratuitement grâce au Dr Moreau de la magnifique émission Le cinéma est mort, dans son cinéma l'Arvor. Donc, j'ai vu le film dans d'excellentes conditions de projection, et je l'en remercie. Et donc, je vous invite, bien sûr, si vous ne connaissez pas cette émission, à écouter Le cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis, chères auditrices, chers auditeurs. Vous retrouvez-nous sur YouTube, retrouvez-nous sur Facebook, retrouvez-nous sur Mastodon, retrouvez-nous sur Blue Sky, retrouvez-nous sur Instagram, retrouvez Lucien au cinéma Les Grignoux, si vous pouvez demander son nom à l'accueil. Retrouvez Olivier au cinéma L'Arvor quand il est en vacances. Retrouvez Manu dans les couloirs de la RTBF, radio-télévision belge francophone. Merci de nous avoir suivis, chères auditrices, chers auditeurs. Merci Lucien. Merci les gars. Merci Manu. Merci Olivier. À bientôt les gars. Et à très bientôt.